Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari que nous débutons avec un retard et veuillez bien nous en excuser. Le 29 juillet, une date très symbolique, voire historique au Niger, car décrétée d'ailleurs journée de la démocratie est quasiment passée inaperçue cette année 2017. La conférence nationale est-elle en train d'être laissée aux oubliettes comme la plupart de ses acquis? Élément de réponse dans cet entretien que nous a accordé nous, Mamadou Arzika. Il est le président du MPCR. De ce qui relève des décisions de la conférence et qui participent des acquis de la conférence que le peuple nigérien souverain s'est engagé à consolider dans sa constitution actuelle. Notamment à la conférence nationale souveraine, par l'acte numéro 32 de la conférence nationale souveraine, la décision avait été prise par la conférence de dissoudre la garde présidentielle. Voilà les dispositions de l'acte. Et d'enjoindre l'utilisation des moyens et des personnels, et par ce qu'elle a prévu de manière assez précise. Article 1, la garde présidentielle est dissoute. Article 2, les membres du personnel de la garde présidentielle sont remis à la disposition de leur ministère d'origine et le matériel appartenant à la garde présidentielle est remis à la disposition de l'état-major des forces armées nigériennes. Le gouvernement a été chargé de prendre les dispositions pour le mettre, c'est-à-dire le gouvernement de transition est chargé de l'application du présent acte, sous bien sûr la haute surveillance du Haut Conseil de la République qui est chargé de veiller à l'application du présent acte qui sera publié au journal officiel selon la procédure d'urgence. Donc, c'est un acte de la conférence, il participe des acquis de la conférence, il participe des décisions que la conférence est venue à prendre. Et attention, pas n'importe comment. Avant de prendre cette décision, les responsables politiques que nous avons aujourd'hui ont mis de leur voix. Je me rappelle encore de la décision, de l'intervention du président de la République actuelle, qui était le président du PNDS Tareya et qui était le chef de délégation du PNDS à l'époque. À côté de lui, il y avait le président du PLT, Parti pour la libération du travail, qui était présidé par, comment il s'appelle là, Omar Idi Ango, qui était là en train de demander qu'il fallait prendre la décision de la dissolution de ce qu'ils ont appelé la garde prétorienne. Oui, parce qu'on a tous suivi avec eux, on a chanté en chœur. Il fallait dissoudre la garde prétorienne parce que ça ne s'accommode pas de notre volonté citoyenne de construire une république, d'aller à la démocratie, d'aller au choix du peuple pour que le peuple investisse ceux qui viendront à être les dirigeants. Que plus jamais le coup de force, plus jamais la force. Cela a été pratiquement. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour inviter l'ORTN à chercher ces genres d'archives, pour que face à certaines situations, que les gens soient dans la position de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette mention spéciale? Parce qu'aujourd'hui, cette institution est devenue un problème pour les populations de Niamey. Aujourd'hui, le président de la République, pour des raisons multiples, se trouve en situation de temps en temps d'être en déplacement, et chaque fois qu'il doit se déplacer, c'est une hantise pour les Nigériens. C'est une hantise pour les populations de la ville de Niamey. Vous retrouverez d'ailleurs en partie magazine de cette édition l'intégralité de cet entretien que nous a accordé nous, Mamadou Arzika. L'ONG JIMED a organisé ce dimanche une journée parlementaire sur les droits des migrants. Cette activité de renforcement des parlementaires s'est déroulée avec l'appui technique du réseau parlementaire des droits de l'homme, de la Commission nationale des droits humains, mais également il y avait eu le soutien financier de l'OIF et de la coopération suisse au Niger. Le compte rendu avec Ismaël Oumé. Sensibiliser davantage les parlementaires sur les questions relatives à la migration en vue de leur implication sans réserve en faveur des droits des migrants, objet de cette journée parlementaire initiée par l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement JIMED Niger. Les droits des migrants sont loin d'être garantis car ils sont assez souvent victimes de violations de leurs droits humains fondamentaux. C'est au regard de cette préoccupation que l'ONG JIMED, très engagée dans la défense des droits des migrants, a développé ce projet qui intervient dans les régions de Niamey, d'Agadez et des Zender
qui sont d'importantes zones de départ, de destination et de transit des migrants, en vue de conscientiser les différents acteurs sur les droits des migrants et plaider pour leur engagement. À l'échelle mondiale, la migration est au cœur de l'agenda. Le gouvernement s'engage de diverses façons à gérer les migrations, mais il est nécessaire que d'autres voix se fassent entendre. La voix des parlementaires, mandatés par les populations, pour veiller à leur intérêt. C'est pourquoi nous plaidons pour votre engagement, chers honorables députés, pour une gestion de la migration qui mette en avant les droits humains et qui réponde aux préoccupations de nos populations. En procédant à l'ouverture des travaux de la journée, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a remercié l'ONG JIMED d'avoir organisé cette activité. Les migrations sont au cœur de préoccupations mondiales en général et au Niger en particulier. Cette question pose de nombreux défis. Comme vous le savez, la position géographique du Niger le place comme pays de transit privilégié pour des milliers de migrants, posant d'énormes défis humanitaires, socio-économiques, mais aussi des défis de respect des droits des personnes migrantes. C'est pourquoi la question d'immigration ne peut laisser indifférents les parlementaires en tant que représentants de la nation. Cette activité qui a pour thème sensibiliser et mobiliser les parlementaires en faveur des droits des migrants s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la promotion et à la protection des droits des migrants au Niger, mise en œuvre par l'ONG JIMED avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie et la coopération suisse au Niger. Le comité de dialogue intra-religieux du 3e arrondissement communal de Niamey a organisé cet après-midi une conférence débat, des discussions qui ont porté sur le rôle de la femme et des jeunes dans la consolidation de la paix. La synthèse de cette conférence débat avec Nasser Antofo. C'est un cadre d'échange et de partage créé par le comité de dialogue intra-religieux sans aucune barrière religieuse entre jeunes et femmes du 3e arrondissement autour de la question de l'implication de cette frange de la société dans la consolidation de la paix. Rencontre présidée par le secrétaire général du 3e arrondissement. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir dans l'enceinte du siège de notre arrondissement communal les différentes couches de notre société. Aujourd'hui, nous avons les responsables de la question du dialogue interreligieux de notre arrondissement communal qui se retrouvent ici pour échanger sur une thématique bien déterminée qu'ils ont arrêtée. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous parce que le sujet est d'actualité. Donc pour la commune, pour la ville et pour l'ensemble de la nation tout entière. Quant au président régional du CEDIR, il a salué la prouesse déjà enregistrée en réunissant ces différentes religions dans ce comité. Nous, on dit souvent simplement la rencontre des religions. Donc, pour simplifier les choses, puisque quand on dit le dialogue interreligieux, beaucoup voient la discussion autour des questions litigieuses. Non. Ça, on appelle ça le dialogue théologique. Il y a le dialogue de vie, il y a le dialogue d'œuvre. Le dialogue d'œuvre, c'est le fait de discuter autour de nos œuvres respectives, les œuvres caritatives. Comment vous, chrétiens ou vous, musulmans, vous organisez la charité? Comment vous organisez telle action sociale? Donc, c'est des échanges qui vont naître là. Comment vous vivez votre foi? Ça, c'est le dialogue de vie. Comment un chrétien vit sa prière? Comment un musulman vit sa prière? Comment un chrétien vit l'aumône? Comment il vit le jeûne? Etc. Donc, il y a des thématiques d'échange dans ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Il y a une troisième catégorie de dialogue qu'on appelle le dialogue théologique. Ça, ce n'est pas réservé à vous et moi. C'est réservé à des sommités telles que le pape, tels que les cheikh d'Al-Azhar, tels que les grandes sommités du monde qui sont reconnues. C'est eux qui peuvent se mettre ensemble, entre eux, discuter de ces questions profondes qui peuvent diviser le monde, qui peuvent diviser une nation. Donc c'est eux seulement qui ont la maturité requise pour discuter autour de ces questions et essayer de réfléchir sur ça. Mais vous autres et nous, on ne doit pas
discuter autour de ces questions. Il y a plein de questions autour desquelles on peut discuter en tant que citoyen pour que règne la paix pour toujours. Ainsi, les jeunes et femmes du 3e arrondissement seront outillés sur le rôle qu'ils ont à jouer pour instaurer et maintenir la paix au Niger. Début hier après-midi au siège du SNAD de la formation sur les rites du Hajj sur initiative de l'agence Al-Mouzadelifa. Plusieurs séances sont prévues à cet effet pour permettre aux candidats à l'édition 2017 de mieux accomplir le Hajj. N'est-ce pas, Adam Ousmane? Les candidates et candidats au pèlerinage édition 2017 inscrits à l'agence Al-Mouzadelifa se retrouvent ainsi à l'école d'apprentissage des rites du Hajj sous l'égide du directeur général de la dite agence en personne. Un exercice qui vise, selon les encadreurs, à mieux préparer leurs pèlerins pour un Hajj Mabrour. C'est de former les pèlerins pour qu'ils savent ou qu'ils sachent qu'il y a ce qu'ils devraient faire là-bas s'ils ont parti. Bon, Inch'Allah, ces jours sont suffisants parce que Hajj, c'est quelques jours. Et tout ce qu'on va faire au Hajj, c'est limité. Il n'y a pas grand-chose qu'on va dire que les jours sont insuffisants ou quoi. Non, ça, Inch'Allah, les jours, ça va suffire pour faire tout ce qu'on devrait faire là-bas. On va faire ça dans les jours. Et il y a des formateurs et il y a des guides qui vont diriger le groupe pour que, même si tu n'as pas biché ce qu'on t'a fait ici, là-bas, on va répéter ça avec toi et pour que tu fais comme on veut ça, Inch'Allah. Une initiative vivement louée par les candidats inscrits sous la bannière de Al-Mouzadelifa qui disent ne pas d'ailleurs regretter le choix de cette agence. Cette formation a commencé aujourd'hui et honnêtement je suis très satisfait parce que vous savez, je n'ai jamais eu de temps. Mais déjà avec cette formation en langue locale, j'ai pu vraiment apprécier le sérieux de leur agence et vraiment j'ai déjà commencé à comprendre beaucoup de choses et surtout avec ce manuel qu'on m'a donné. J'ai essayé de lire avec eux. Ça veut dire que dans les 2-3 semaines qui restent, je peux vraiment comprendre beaucoup de choses. Vraiment, moi, j'apprécie. Parce que pour aller à la Mecque, il faut avoir des connaissances. Oui. Pour se sentir mieux, quoi. Il faut avoir des connaissances parce que à chaque lieu, il y a ce qu'on doit réciter, il y a ce qu'on doit faire. Donc pour cela, il faut venir étudier, il faut venir apprendre pour pouvoir exécuter tout ce qu'on doit faire à arriver à la Mecque. Notons que cette formation se poursuivra jusqu'à quasiment la veille du départ pour les lycéens, assortis de manuels et de CD afin de mieux assimiler la pratique des rites du Hajj. Les habitants du village de Soudouré ont procédé hier à l'élection du nouveau chef de village à la personne de M. Hamadou Tini. D'autres précisions dans ce sujet de Ismaël Oumoudi. Ils sont nombreux, ces habitants du village de Soudouré, à s'y rendre dans l'établissement scolaire du village pour choisir parmi ces 4 candidats celui qui va s'en charger de la destinée du village. À l'issue des opérations de vote auxquelles ont participé 426 électeurs sur 529, et c'est Hamadou Tini qui est élu avec 248 voix, ce qui réjouit à plus d'un titre la population. Les 3 candidats perdants ont reconnu leur défaite et promis de collaborer avec le nouveau chef du village de Soudouré, Hamadou Tini. Notons que les élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité sous la supervision du secrétaire général du gouvernement de Niamey en présence de plusieurs autres invités de marque. Hamadou Tini succède ainsi à son cousin Hima Kandeli, rappelé à Dieu en septembre 2015. Bientôt, une nouvelle plaque d'immatriculation va être recommandée pour les usagers des véhicules et des motos. Une décision du ministère des Transports qui a suscité ce dossier. Retrouvons Ismaël Oumouni. Conçu pour faciliter l'identification des engins roulants, les plaques d'immatriculation sont nécessaires avant la mise en service des véhicules, motos et autres. Ces genres de plaques ne seront plus valables dans moins d'1 an, a décidé le ministère en charge du transport à travers l'arrêté numéro 00049 du 20 juin 2017. Une réforme mieux connue par les usagers. Nouvelle décision
Ah, vous me l'apprenez, je ne suis pas au courant. Non, franchement, je ne suis pas au courant. Mais pour quelle raison? Moi, en tant que propriétaire d'un véhicule, je n'ai pas cette information. Parce que je n'ai ni vu dans le journal officiel, qui est le Sahel quotidien, ni à la radio nationale, ni à la télévision nationale, qu'il y a un changement éventuel d'immatriculation. Et d'ailleurs, pourquoi on va le changer? Il y a un problème à nos immatriculations. Est-ce que vous êtes au courant du délai et de la somme que vous devez débourser pour avoir les nouvelles plaques? En tout cas, selon les rumeurs, j'entends que les gens parlent de 2 ans maximum, mais par rapport au coût de changement de cette plaque, je n'ai aucune idée. Changer d'immatriculation avant la fin de série est mal vu par le Synco-Taxi. Aujourd'hui, nous avons une situation que tout le monde connaît. Les gens sont pauvres, ça ne va pas. On ne peut pas quand même dire que d'un coup, il faut qu'on change les plaques comme ça systématiquement. Je pense qu'il faut qu'on explique aux gens qu'on a trop souffert de moins de 10 ans ou bien dans 10 ans, on change 3 fois de plaques. C'est très difficile. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où 20 000 francs ou de plus ou 25 000 francs de plus, c'est un problème. Même l'État a des problèmes. Pourquoi une telle décision? Question à laquelle le ministère du Transport n'a daigné nous répondre. Néanmoins, Sony Loga estime que cette réforme va concourir à la sécurisation des véhicules. Dans les jours qui suivent, les usagers vont devoir changer leur plaque d'immatriculation. Et dans le même temps, ils se verront délivrer de nouvelles cartes grises sous format carte de crédit. À l'occasion de la pose des plaques, il y a une nouvelle formule que Sony Loga a proposée à l'État, qu'il a accepté, c'est le tatouage des vitres des voitures. Cela vise à sécuriser davantage les usagers en ce qui concerne notamment les vols de véhicules. Parce que dorénavant, en plus de l'immatriculation portée par les plaques, nos services vont tatouer les vitres, les pare-brises devant, les pare-brises arrière des véhicules pour porter leur numéro d'immatriculation. Cela, même si ne pourra pas annihiler totalement les velléités de vol des véhicules, pourra quand même contribuer à décourager les esprits malveillants dans le cadre du vol des véhicules. Tous les équipements sont disponibles, affirme un des responsables du service chargé de la confection de ces nouvelles immatriculations. Les plaques sont disponibles et le travail a déjà commencé. Nous sommes actuellement dans l'atelier de confection des plaques. Nous avons déjà reçu nos premières commandes via Sony Loga qui nous a transmis ça par la liaison informatique. Donc nous avons déjà procédé à la confection et nous attendons unanimement les véhicules qui vont venir se positionner à notre niveau pour effectuer les poses. Pour le moment, ça vient en goutte à goutte, mais nous, notre atelier peut produire 200 à 500 véhicules par jour, donc en moyenne. Mais en fonction de la demande que Sony Loga va nous fournir, nous sommes capables, nous avons les outils nécessaires pour accroître la production en fonction de la commande de Sony Loga. Pour s'en procurer ce nouveau modèle, l'automobiliste doit débourser 19 000 francs et quant au motocycliste, 7 000. C'est que fustige la société civile. Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes obligés, dans notre devoir de l'action de la société civile, en défendant l'intérêt de l'État, l'intérêt général, l'intérêt des citoyens, nous sommes obligés, partout où on voit qu'il y a des choses qui méritent d'être relevées, qu'on les relève, pour que ceux qui sont concernés prennent leurs responsabilités et corrigent ce qu'ils doivent corriger. Donc nous pensons que le gouvernement est interpellé dans cette affaire. Tout le monde est interpellé pour qu'on puisse éviter d'amener les Nigériens à se laisser gruger comme ça. Pourquoi tant de silence de la part du ministère en charge des transports jusqu'à éviter la presse autour de cette réforme de grande envergure? D'après nos investigations, usagers, vous avez un délai d'1 an à compter du 17 juillet, date de démarrage officiel des activités du guichet unique de l'automobile du Niger pour changer vos anciennes plaques. Avant la partie magazine de cette édition du sport, le Sahel Sporting Club et l'AS Sonidep, c'est l'affiche de la finale de la Coupe nationale de football qui sera disputée le 3 août prochain à Dosso. Les deux finalistes ont obtenu leur ticket à l'issue des demi-finales
Retour disputé cet après-midi à Niamey. Par ailleurs, retenez que le championnat national de D2 pour la montée en D1 a donné son verdict hier, toujours à Dosso, la cité de Germakoy. En effet, c'est l'équipe de JST de l'ADER qui a remporté la finale en battant 5 buts à 1 l'espoir de Zender. L'équipe de JST de l'ADER évoluera l'année prochaine en Ligue 1 de football. Place à présent à la partie magazine de ce journal. Elle porte sur les 26 ans de la conférence nationale souveraine avec un de ses acteurs clés en la personne de nous, Mahamadou Arzika. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne réception et bon début de semaine. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui, dans son infinie bonté, nous a donné l'occasion de voir ce jour qui est un jour correspondant à la date anniversaire de la tenue de la conférence nationale souveraine de notre pays qui s'est tenue le 29 juillet 1991 et s'est étalée sur 98 jours pour prendre fin le 3 novembre 1991. Cela dit, il est bon de comprendre que la conférence nationale souveraine, ça a été un moment historique, un événement historique très important dans la vie de notre peuple. C'est pour cela qu'on en parle, c'est pour cela qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et du reste, la constitution actuelle aussi de notre pays nous engage tous les Nigériens, tout le peuple nigérien. Elle l'engage à la consolidation des acquis de cette conférence nationale. Comme vous le savez, dans le préambule même de la Constitution, le peuple nigérien s'est engagé à consolider les acquis de la République, de l'indépendance, ainsi que ceux de la conférence nationale souveraine, avec la mention de ce qu'elle s'est tenue du 29 juillet au 3 novembre. Ça veut dire que les décisions importantes, tout ce que la conférence a été amenée à prendre comme décision, constitue des acquis pour le peuple nigérien. Et il réaffirme, même sous la 7e République, son engagement à voir ces acquis se consolider et s'appliquer pour ceux qui devaient l'être et qui ne l'ont pas été. Et je pense que c'est là extrêmement important. Vous le savez, la conférence nationale, elle n'est pas arrivée ex nihilo. Ça a été une volonté citoyenne qui avait été exprimée de vive voix par ce que nous avons appelé à l'époque les forces vives de la nation, qui se sont mobilisées comme un seul homme face à un régime qui venait d'ailleurs de s'installer, le régime de la Deuxième République. Il vous souviendra que le président de la République à l'époque avait été élu pour un mandat de 7 ans. Malheureusement, lorsqu'ils sont venus à commettre leur impair, et notamment en ce qui concerne les événements du 9 février, où on a vu le régime s'abattre et injustement et abusivement sur une manifestation pacifique des étudiants pour faire l'hécatombe qui a conduit à la mort de 3 étudiants et plusieurs centaines de blessés. Et par la suite aussi, d'autres événements comme les événements de Tchentabaraden, notamment les événements du 7 mai à Tchentabaraden, qui ont conduit aussi à un autre massacre de l'autre côté. Donc tout ceci a fini par convaincre le peuple nigérien que c'est inadmissible, trop c'est trop, et qu'il fallait s'élever comme un seul homme et dire au régime de l'époque que trop c'est trop et qu'il fallait y mettre fin. Et que la formule du système mis en place à l'époque de parti unique
était une formule inadmissible et qu'il fallait la changer. C'est pour cela que la lutte a consisté à revendiquer dans un premier temps le multipartisme, puis plus tard pratiquement la tenue de la conférence nationale souveraine, à l'initiative bien sûr de l'Union des scolaires nigériens, qui à l'occasion de son conseil syndical en août 1990 avait formulé cette revendication spéciale et a tenu à travailler à sensibiliser les autres forces vives de la nation, dont l'USTN en premier, et pour que finalement on se retrouve mobilisés ensemble avec les partis naissants, parce qu'au lendemain du 15 novembre 1990, date à laquelle le pouvoir avait commencé par céder en acceptant le multipartisme et en autorisant la création des partis, donc des partis sont venus à commencer à naître. Et ensemble avec tous ces partis, on a pu constituer ce que nous avons appelé à l'époque le comité de coordination de lutte démocratique pour exiger la conférence, pour aller à la conférence. Donc ça a été l'expérience citoyenne de lutte et de combat pour que face à un régime qui est liberticide, face à un régime qui fait de l'arbitraire, face à un régime qui fait de l'injustice, face à un régime qui fait de l'abus de pouvoir, que le peuple se donne les moyens de s'en sortir et d'en sortir. Et c'est ce que nous avons fait, jusqu'à aller à la conférence nationale. Et la conférence avait pour vocation, comme vous vous rappelez, elle avait vocation à pratiquement faire le diagnostic de ce qui a pu se passer durant les 30 ans de régime qui sont passés entre la Première République, le régime militaire du CMS et le régime du général Ali Chebou avec la Deuxième République naissante. Donc tout ceci, ce rappel est nécessaire parce qu'il faut que les uns et les autres se rappellent d'où on vient et que nous avons une histoire. Notre peuple a une histoire. Notre pays a une histoire. Nous ne sommes pas un pays de copie qui ne fait que copier ce qui se passe par ailleurs. On est un pays où nous avons une expérience de lutte citoyenne qui a débouché et qui peut déboucher chaque fois sur la remise des régimes en ordre pour qu'ils puissent respecter la volonté des citoyens. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est retrouvé à la conférence. Le régime de l'époque a cédé. La conférence a pu s'ouvrir le 29 et elle a pu se décréter souveraine. Elle a pu examiner l'ensemble de tous les problèmes de la société. Elle a fait un diagnostic presque complet de la situation politique, économique, sociale, culturelle et autres. Tout ceci avait été pensé. Et à la fin, nous avons pris des résolutions importantes, des décisions importantes, avec des recommandations fortes sur ce qui devait être fait. Je vais mentionner exceptionnellement un cas précis de ce qui relève des décisions de la conférence et qui participe des acquis de la conférence que le peuple nigérien souverain s'est engagé à consolider dans sa constitution actuelle. Notamment à la conférence nationale souveraine, par l'acte numéro 32 et 32 de la conférence nationale souveraine, la décision avait été prise par la conférence de dissoudre la garde présidentielle. Voilà les dispositions de l'acte. Et d'enjoindre l'utilisation des moyens et des personnels et par ce qu'elle a prévu de manière assez précise. Article 1, la garde présidentielle est dissoute. Article 2, les membres du personnel de la garde présidentielle sont remis à la disposition de leur ministère d'origine et le matériel appartenant à la garde présidentielle est remis à la disposition de l'état-major des forces armées nigériennes. Le gouvernement a été chargé de prendre les dispositions pour le mettre, c'est-à-dire le gouvernement de transition est chargé de l'application du présent acte, sous bien sûr la haute surveillance du Haut Conseil de la République qui est chargé de veiller à l'application du présent acte qui sera publié au journal officiel selon la procédure d'urgence. Donc, c'est un acte de la conférence, il participe des acquis de la conférence, il participe des décisions que la conférence est venue à prendre. Et attention, pas n'importe comment. Avant de prendre cette décision, les responsables politiques que nous avons aujourd'hui ont mis de leur voix. Je me rappelle encore de l'intervention du président de la République actuelle, qui était le président du PNDS Tarea et qui était le chef de délégation du PNDS à l'époque,
À côté de lui, il y avait le président du PLT, Parti pour la libération du travail, qui était présidé par, comment il s'appelle, Omar Idi Ango, qui était là en train de demander qu'il fallait prendre la décision de la dissolution de ce qu'ils ont appelé la garde prétorienne. Oui, parce qu'on a tous suivi avec eux, on a chanté en chœur. Il fallait dissoudre la garde prétorienne parce que ça ne s'accommode pas de notre volonté citoyenne de construire une république, d'aller à la démocratie, d'aller au choix du peuple pour que le peuple investisse ceux qui viendront à être les dirigeants. Que plus jamais le coup de force, plus jamais la force. Cela a été pratiquement. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour inviter l'ORN à chercher ces genres d'archives pour que face à certaines situations, que les gens soient dans la position de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette mention spéciale? Parce qu'aujourd'hui, cette institution est devenue un problème pour les populations de Niamey. Aujourd'hui, le président de la République, pour des raisons multiples, se trouve en situation de temps en temps d'être en déplacement, et chaque fois qu'il doit se déplacer, c'est une hantise pour les Nigériens. C'est une hantise pour les populations de la ville de Niamey. Parce qu'à chaque fois que le président doit passer, tous les riverains de la voie que le président emprunte ont des stress. Parce que tout simplement, la garde présidentielle, avec leur grue, ils viennent, ils dérangent les gens, ils ramassent les véhicules des gens, ils détruisent les véhicules des gens sans que les gens ne soient au courant. Les gens ne sont pas au courant quand ils déposent leur véhicule devant le bâtiment de la BIA ou devant le bâtiment de tout ça. Ils ne sont au courant, ils ne sont pas au courant. Et entre-temps, ils ont déposé leur voiture, ils sont partis là-bas dans leur bureau. Avant de descendre, vous venez, vous trouvez que votre véhicule a été déplacé, vous ne savez pas où, on vous a cassé la pare-brise, on vous a fait tout, vous ne savez même plus à qui vous adresser. Ensuite, pour ce qui concerne même les citoyens en piétons, c'est un calvaire. Parce que tout le monde est tenu en respect à plus de au moins plus de 50 mètres par rapport au passage du président. Et pire, les riverains qui sont les riverains de la voie, on les oblige même à fermer leurs portes. À fermer leurs portes et à rester dans leur maison. Et à déplacer leurs véhicules. Et devant leurs portes, on les demande, alors que le président est à 50 mètres de leur passage. Nous ne comprenons pas tout ça. Et on ne comprend pas qu'une institution illégale, anticonstitutionnelle, de par la décision de la conférence et de par la constitution qui en a consolidé cet acquis, et que l'on soit aujourd'hui dans la situation pratiquement d'embêter les citoyens et de créer une sorte même de haine gratuite entre les citoyens et le président de la République. Parce que je ne suis pas convaincu que le président est au courant de ce qui se passe. Que les gens qui sont là en train de vouloir entretenir une sorte de psychose sécuritaire et faire comprendre au président que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut former ou obliger les gens à fermer des portes. Regardez ici SOS. SOS, c'est un service qui est là depuis, je ne sais pas combien, il est là depuis 1981. Et ils sont installés ici, là, ça fait plus de 20 ans. Tous les présidents là qui se sont succédés sont passés ici là sans que personne n'ait jamais demandé à ceux qu'on leur demande de déplacer leur véhicule. Nous sommes arrivés ici depuis 2005. Depuis 2005, personne ne nous a jamais dit que nous devons être dans la position de rentrer ici dans ce siège-là et de fermer la porte. Mais pour la première fois aujourd'hui, avec une garde présidentielle et qui fait trop de zèle, je dis bien qu'il fait trop de zèle, et elle crée une situation qui isole les gens et qui amène gratuitement les gens à avoir, comment on appelle ça, de l'aigreur gratuite contre le président de la République. Pour quelle raison? Pour quelle raison ça va être comme ça? Alors que c'est une institution illégale, anticonstitutionnelle. Et voilà un cas de figure. Et en termes d'acquis de la conférence, ça c'est un cas un acquis de la conférence qui a été piétiné. Il n'a pas été piétiné aujourd'hui. Il a commencé depuis la transition. Parce que le gouvernement de transition devait y mettre fin. Ensuite, le régime de l'AFC, quand il est venu, il devait aller dans ce sens. Il ne l'a pas fait. Et finalement, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et même ceux-là qui, hier, à la conférence, faisaient partie de ceux qui ont intervenu à la conférence pour demander à ceux qu'on dissolve la garde, aujourd'hui, c'est eux qui s'en accommodent. On fait même des portes sur la route. On fait tout. Même au temps de Kounché, on n'a pas vu ça. Lui-même, eux qui sont venus par la force. Un président démocratiquement élu. Moi, président démocratiquement élu, je vais avoir peur de mon peuple.
S'il y a des gens à qui on doit avoir peur, c'est eux. Ce sont eux qui sont ces gars qui peuvent tourner un jour la gâchette contre toi. Ça, on a vu avec Wanké comment il a tourné la gâchette contre Barré et puis c'est fini. On a vu récemment, ils ont tourné la gâchette contre Tanja, c'est fini. Donc c'est eux, c'est pas nous. Les citoyens que nous sommes, nous ne pouvons pas être une menace à un président de la République que nous avons élu nous-mêmes. Ça ne peut pas être normal, ça ne peut pas être raisonnable dans une démocratie. Et je pense que c'est une situation qui doit être immédiatement réglée. On doit pouvoir être dans la position d'assouplir ces questions-là de manière à faciliter. Regardez aujourd'hui, les citoyens qui sont en situation de se déplacer, et quand le président doit se déplacer, c'est un jour de stress, je vous l'ai dit. Les gens sont dans la situation de se retrouver en retard par rapport à leur service. Parfois même quand c'est les ambulances, ils n'ont pas la possibilité de passer. Parce que tout simplement, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, au 26e anniversaire de la conférence nationale, voilà une mesure qui avait été prise par la conférence mais qui n'a jamais été respectée, qui n'a jamais été appliquée et qui est en train de produire aujourd'hui des aigreurs dans le cœur des citoyens qui sont aujourd'hui menacés. Et chaque fois, c'est un problème pour eux. Donc c'est pour ça que nous estimons que, bilan pour bilan, il est important de regarder tous ces aspects et voir si le peuple nigérien est venu à prendre cette décision. Nous pensons que c'était une décision valable. Qui à l'époque, en son temps, quand la discussion avait été faite, les arguments étaient là. Un président démocratiquement élu, évidemment, s'il doit avoir peur de quelqu'un, ce n'est pas du peuple. Le peuple doit être à côté. Il doit savourer le passage de son président et qu'il puisse avoir la possibilité de le lever la main. On a vu ici, au passage de certains présidents de la République ici, on a vu. Ils prennent même le plaisir de lever leurs mains aux gens quand ils sont de passage ici. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Même une mouche, tu ne verras pas sur le passage. Tout le monde est tenu à respect, surtout ici, dans notre rayon là. Dans notre rayon, vous avez, les gens sont obligés de rester là-bas, loin jusqu'à Kilnek-Magori. Là-bas, là, derrière, on vous oblige à, ici, là, jusqu'à la pharmacie. Là, de l'autre côté, c'est juste pratiquement Gamkale. Et pour quelle raison? Donc, nous estimons qu'il est absolument important que l'on revienne au respect de la Constitution. La Constitution a dit qu'il faut absolument consolider les acquis de la conférence. Les acquis de la conférence ont prévu la dissolution de la garde présidentielle. Une telle institution aujourd'hui qui crée des problèmes pour les populations doit être repensée et revenir à ce qui avait été préconisé à l'époque pour qu'on puisse être dans la position de revenir aux normes de gestion démocratique comment on appelle ça. Donc, en dehors de ça, vous avez l'autre situation qui est malheureuse. C'est quand même que le gouvernement a fait quand même d'incroyables efforts par rapport à tous ceux qui sont succédés depuis la conférence à aujourd'hui. Quand même, avec ce gouvernement, on a cru que c'est parti. C'est quand même avec tout ce qui a été dit dans la Constitution on va réhabiliter les acquis de la conférence. On a fait au 20e anniversaire en 2011, on a essayé pratiquement de réhabiliter la conférence, mais on a cru que c'était vraiment gagné et que vraiment c'est pour de bon, comme la plupart de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont les produits de la conférence. Ce sont des gens qui sont arrivés au pouvoir à la suite de la conférence. C'est le produit des forces dites vives de l'époque. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas qu'on prenne des décisions et que ces décisions-là sont totalement mises de côté. Ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays est pire, on ne l'a jamais vu. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est largement pire que tout ce que nous avons dénoncé à la conférence nationale. Dans beaucoup de domaines. La seule chose que nous avons pu consolider et que nous allons continuer, Inch'Allah, à consolider, parce que ça c'est déjà du domaine de l'acquis irréversible, c'est la possibilité que les gens, au moins même si tu as d'autres problèmes, que tu peux au moins dire ce que tu penses par rapport à ce qui se passe dans la marche de ton pays. Parce que même si tu ne le dis pas au Niger, tu peux le dire ailleurs. Donc, et la liberté aujourd'hui c'est mondial. Dans tout le monde entier, la possibilité au moins de dire son point de vue, son opinion sur la marche du monde, sur la marche de son pays, sur la marche de ce qui se passe, dans les conditions du respect réciproque des autres. Bien sûr qu'il ne faut pas être là en train d'abuser pour dire des choses qui ne sont pas normales. On a décidé au Niger, en 2011,
qu'on va instituer la journée nationale de la démocratie. Ce qui était merveilleux, qui est une grande décision, qui est une grande trouvaille, parce qu'aucun pays au monde n'a institué une journée nationale de la démocratie. Ça veut dire que nous, au Niger, on est en avance sur beaucoup d'autres pays. Mais on a une avance théorique, parce qu'on a institué la journée, mais on n'a rien préparé pour que la journée soit véritablement ressentie chaque jour. Aujourd'hui, vous avez senti que c'est une journée de la démocratie. Vous avez eu le sentiment de ça? Vous avez entendu qui parlait au niveau du gouvernement? Qui a parlé de cette journée? Qui a dit un mot là-dessus? Qui a parlé, même la conférence, qui a dit un mot? Rien du tout. Donc ça veut dire que pour les gens, ils sont aux oubliettes. Alors que de la même manière que la fête de la République est fêtée, le 20 de l'indépendance est fêté, les acquis de la conférence font partie de ce qu'il faut consolider. Et donc ça veut dire qu'il y a, quand le jour anniversaire de la conférence arrive, on doit pouvoir sentir dans le pays qu'il y a quelque chose. De la même manière que la fête de la République, la fête de l'indépendance, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes en journée de la démocratie. Le gouvernement devait créer les conditions d'un espace d'échange et de dialogue entre les citoyens pour que nous soyons là en train de regarder notre démocratie. Faire une radioscopie de notre démocratie et regarder concrètement, mais on est où là? Quel est le bilan? Aujourd'hui, quelles sont les forces et les faiblesses que nous avons par rapport à notre système démocratique? Quels sont les changements qu'on peut être amené à apporter? Comment on peut être dans la position de pouvoir et voir ce qui ne va pas et comment agir dans le sens d'invertir la tendance pour améliorer notre vie démocratique, notre cadre démocratique, pour que la démocratie soit véritablement un instrument de gouvernance utile pour notre peuple tout entier. Mais aujourd'hui, vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de problèmes. Et je pense qu'on doit pouvoir être dans la position de s'engager vers cette question. Moi, j'interpelle le gouvernement par rapport à la journée nationale de la démocratie. J'interpelle le président de la République par rapport au respect des acquis de la conférence nationale. Et je pense qu'ils doivent se souvenir de leur propre discours, de leur propre position à l'occasion de cette conférence nationale souveraine.